Bon, aujourd'hui, c'est la construction parasismique, pas seulement, mais aussi l'architecture parasismique, parce que contrairement à ce qu'on pense, l'architecte joue un rôle important, très important même, sans qu'il le sache. Pourquoi? Parce que la manière dont un bâtiment bouge, est-ce qu'il ne vrille pas, tout cela, c'est donné par l'architecture. Ce n'est pas donné par le calcul. Hein. Donc c'est l'architecte qui, au fait, en décide le plus souvent sans le savoir. Donc on va voir aussi cet aspect architecture, aussi bien l'aspect construction. Hein. Voilà. Donc quelques mots sur la protection parasismique réglementaire, telle qu'elle est obligatoire. La conception d'ensemble, donc l'architecture. Hein. Ensuite, la construction en maçonnerie, qui comporte quand même des éléments en béton, et puis en béton armé. Donc la protection, la question qui peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment pertinent en France d'obliger les constructeurs à appliquer une protection parasismique? Alors quand on regarde cette carte-là, on voit que les ronds jaunes, ce sont les épicentres des grands séismes, donc il y en a eu, il y en a eu des grands séismes. Et lorsqu'on interroge les sismologues, ils nous disent que les séismes d'intensité macrosismique 8, alors l'intensité macrosismique, ce n'est pas l'échelle Richter. L'intensité, c'est quelque chose qui étalonne les effets. Et donc les effets qui correspondent à 8, c'est l'effondrement partiel ou total des bâtiments en maçonnerie. Donc c'est à peu près tous les 65 ans en métropole. Il ne faut pas comprendre que c'est à un endroit tous les 65 ans. C'est un coup un endroit, un coup un autre endroit. Sinon, ce serait trop pénalisant. Et puis pour l'intensité 9, donc l'effondrement total des bâtiments en maçonnerie, c'est à peu près tous les 175 ans statistiquement. Donc c'est les sismologues qui nous donnent ces informations. Par contre, dans les départements d'outre-mer, comme la Guadeloupe et la Martinique, là, on a des séismes qui sont du même ordre qu'au Japon. Peut-être pas aussi fréquents, bien sûr, mais du même ordre, c'est-à-dire la magnitude 8. La magnitude, c'est ce qu'on appelait avant l'échelle de Richter, qui caractérise non plus les effets, mais qui caractérise la puissance physique d'un tremblement de terre. Alors, les tremblements de terre, bien sûr, sont inévitables. Ils entraînent des pertes de vie humaine, de patrimoine et des activités. Or, autant eux, ils ne sont pas évitables. Tous ces effets-là, toutes ces pertes sont tout à fait évitables. Donc, s'il y a eu des pertes par le passé, malheureusement, en cas de tremblement de terre, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait pu. On sait faire exactement ce qu'il faut. On sait exactement ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas ces pertes. Pourquoi? Parce que plus de 90% de pertes sont dues à l'effondrement de bâtiments, sur les personnes, sur les équipements. Donc on peut évidemment faire de sorte à ce que cet effondrement n'ait pas lieu. Donc certains bâtiments qui résistent bien aux charges habituelles, qu'elles soient verticales comme la gravité, horizontales comme le vent, s'effondrent quand ils sont secoués. On le voit ici, par exemple à gauche c'est en Grèce, c'est maintenant un millefeuille ce bâtiment d'habitation où il y avait des gens qui donc ont été écrasés. À droite aussi, c'est des habitations, il y a une dislocation généralisée, c'est en Turquie. Donc ces bâtiments, ils résistaient avant aux charges habituelles, n'ont pas résisté aux secousses. Par contre, il y en a d'autres qui résistent. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce qu'ils avaient, ces bâtiments, qui ont résisté. Et je l'ai listé, on va le voir. Alors, premièrement, leur conception d'ensemble, donc l'architecture de leur système porteur. Or, l'architecture du système porteur épouse l'architecture du bâtiment. Donc, c'est ce qui vous concerne. Donc, optimise les oscillations pour un séisme donné. Parce que pour un séisme donné, par exemple, si avec cette maquette-là, j'ai un séisme, là, je n'ai pas de grandes déformations, et puis là, j'ai de grandes déformations. Donc, pour un séisme donné, on peut optimiser ces oscillations pour qu'elles soient, ou même minimiser pour qu'elles soient les plus petites possibles. Alors, la question que je peux poser, est-ce que, par exemple, cette maquette qui peut représenter un château d'eau avec le réservoir, le supportage, est-ce que son architecture convient pour résister au tremblement de terre? Ben, sur ce point précis, la réponse n'est pas unique. Si ce château d'eau est fondé sur un sol qui est rigide, tout ce qui est rigide aussi a une fréquence élevée comme ça,
il n'y aura pas grand-chose. Parce que regardez, si j'applique donc à la base un séisme de ce type-là, la masse ne bouge presque pas. Or, les charges sismiques de calcul sont proportionnelles au déplacement des masses. Et donc là, le déplacement était quasiment nul, donc très peu de sollicitations. Par contre, si ce même château d'eau est fondé sur un sol qui est mou, tout ce qui est mou oscille à une fréquence plus basse, comme ça. Regardez. Là, il est mort. Calculé ou non, il est mort. Autrement dit, son architecture convient très bien pour les sols rigides, mais pas du tout pour les sols qui sont mous. D'autres critères qu'on va voir ne dépendent pas du sol, donc seront toujours valables. Ça, c'est un exemple, puisque j'ai la maquette qui était propre au type de sol. Donc, l'architecture, la conception d'ensemble, donc le travail qui est fait par l'architecte, qui envoie ensuite son projet au bureau d'études, d'ingénierie, qui fait le calcul, les plans de béton, etc. La deuxième caractéristique qu'avaient ces constructions qui ont résisté, c'est qu'ils avaient la capacité à se déformer plutôt que de casser. Je ne sais pas si vous avez eu déjà en résistance des matériaux cet aspect-là, mais quand on charge un élément jusqu'à la rupture, enfin jusqu'à la fin de sa résistance, il y a deux possibilités. Soit il casse. C'est le cas du verre, par exemple, vous avez une plaque de verre, vous la pliez un petit peu, puis à un moment donné, elle casse. C'est le cas du béton non armé. Lorsqu'il arrive à la fin de sa résistance, il casse. Par contre, d'autres constructions, d'autres bâtiments, d'autres matériaux ou éléments ne cassent pas, ils se déforment. Ils se déforment, plus ils se déforment, mieux c'est. C'est le cas du béton armé cette fois-ci, de l'acier, puis d'autres matériaux. Donc évidemment, les constructions qui, au lieu de casser, se sont déformées, ont survécu. Enfin, plutôt les gens qui étaient dedans. Parce que la construction, si le séisme était fort, peut-être qu'il fallait la démolir. Mais le but, c'est quoi? C'est de sauver les vies humaines. C'est d'ailleurs le but des règles parasismiques, c'est la sauvegarde des vies humaines. Donc si les constructions ne s'effondrent pas sur les gens, on a obtenu ce que les règles parasismiques nous demandent. Cette capacité est tellement importante qu'elle a été reconduite des règles aux règles, même les dernières règles parasismiques sont basées sur cette recherche d'une grande capacité à se déformer plutôt que de casser une fois que la résistance est épuisée. Or, les règles autorisent d'aller au-delà de la résistance, parce que si on devait calculer les bâtiments pour qu'ils n'arrivent pas jusqu'au bout de la résistance, ça ferait des blocos. Ce n'est pas possible d'imposer ça à toutes les constructions. Donc, c'est autorisé de dépasser le seuil de la résistance, qu'on appelle la limite d'élasticité, mais à condition de pouvoir se déformer. Cette capacité dépend un peu de l'architecture. Par exemple, si, en tant qu'architecte, je souhaite souligner visuellement l'horizontalité d'un bâtiment par des bandeaux. Un bandeau, c'est quoi? C'est le linteau au-dessus des fenêtres, c'est l'épaisseur des planchers et la neige. Donc ça fait tout, si j'ai une poutre qui fait tout ça, le linteau, le plancher et la neige, ce sont des poutres qui sont très hautes. Plus une poutre est haute, surhaussée, on dit, moins elle travaille en flexion, plus elle travaille en cisaillement. C'est que dans une poutre, il y a et la flexion et le cisaillement comme sollicitation. Or, en cisaillement, qui devient dimensionnant si la poutre est haute, ces grandes déformations ne sont pas possibles. Ça existe en flexion, mais en cisaillement, ça n'existe pas. Là, il y a une rupture nette à la fin de la résistance. Ce qui fait que si je choisis ça comme architecte, je n'ai pas fait un bon choix pour résister ou pour optimiser le comportement vis-à-vis des tremblements de terre. Bon, c'est un cas assez particulier puisque ce n'est pas tous les jours qu'on fait ça, mais la plupart des fois, on obtient cette capacité à se déformer par les dispositions constructives qui sont obligatoires. Les dispositions constructives parasismiques sont obligatoires, alors que la conception favorable à la résistance ne l'est pas. Pourquoi? Parce que personne n'a souhaité réglementer l'acte créatif, ce fait de l'architecture. Donc ça, ce n'est pas réglementé. Par contre, la construction, elle est réglementée. Donc on a des dispositions qu'il faut respecter. La troisième caractéristique de ces constructions qui ont survécu au tremblement de terre, c'est qu'elles n'étaient pas vraiment sous-dimensionnées, parce que évidemment tout ce qui est sous-dimensionné ne peut pas tenir.
Mais ce problème-là ne se posait pas dans les constructions anciennes parce que généralement les murs, vous imaginez, regardez les constructions du XVIe siècle, XVIIe siècle, c'est des murs qui font 80 mètres d'épaisseur. Ce n'est pas un sous-dimensionnement du tout puisqu'on construit aujourd'hui avec 15 ou 20 cm d'épaisseur. Et puis la dernière caractéristique, c'est la mise en œuvre, donc les matériaux, les travaux de qualité, sans malfaçon, puisque évidemment, s'il y a des malfaçons, la construction aurait du mal à résister. Donc on voit que la résistance ne dépend pas que du dimensionnement, alors qu'un ingénieur bureau d'études, puisqu'il calcule tous les jours, finit par s'en convaincre. Alors, il y a obligation de construire de manière parasismique pour certains bâtiments. Et on pense généralement, mais oui, donc je vais le faire puisque c'est obligatoire. Mais finalement, on ne sait pas, c'est qu'il y a 3 possibilités. Il y a 3 démarches très différentes, très différentes. Donc il faut la choisir. Il faut la choisir, mais ça, c'est l'ingénieur qui l'a choisi, sauf peut-être la 3e. Alors, je vais le commenter à l'aide de ces graphiques que vous voyez à droite. C'est les graphiques charge déformation. Donc, sur l'axe Y, c'est la charge. Hein, et à droite, sur l'axe X, ce sont les déformations. Alors, le premier cas, c'est lorsque je décide de rechercher la résistance telle qu'il n'y ait pas de dommage sismique ou qu'il soit limité. Hein. On peut penser, mais c'est le mieux. C'est le mieux puisque c'est ce qu'on fait d'habitude. Cette école a été calculée de sorte à ce qu'il n'y ait pas de dommages quand le vent est même fort, hein, même en cas de tempête. Hein. Mais finalement, ce n'est pas la meilleure façon vis-à-vis des tremblements de terre. Hein. D'une part, on voit sur ce graphique qu'on calcule pour les charges très élevées puisque la rupture se produit à la fin de charges assez importantes. Mais surtout que une fois qu'on arrive à la fin de la résistance, on n'a aucune sécurité derrière. Autrement dit, si le séisme est un tout petit peu fort, la construction, elle tombe sur les gens. Or, c'est quand même pas bien d'avoir un manque de sécurité parce qu'on ne sait pas exactement quel séisme on aura. Est-ce qu'on aura bien évalué les charges sismiques qu'on aura? Est-ce que ça ne va pas dépasser vraiment? Donc ça, c'est quand même un risque. Hein. C'est un risque. Et pour que ce risque soit accepté, il faut avoir des marges de sécurité tellement importantes que vraiment on calcule pour des charges tellement élevées que ça coûte très cher. Alors ça, c'est obligatoire pour les ouvrages dits à risque spécial, dont les dommages impactent l'environnement. Les centrales nucléaires, les barrages, les usines chimiques. Là, c'est obligatoire, on n'admet pas de dommages. Mais dans la plupart des cas, donc dans le cas général, on cherche plutôt cette capacité à se déformer, c'est la 2e démarche, hein, recherche la déformabilité, mais les grandes déformations, ce sont des dommages. Pourquoi? Parce qu'elles deviennent irréversibles en partie. Hein. Quand on a une barre d'acier, on l'étire, on lâche, ben, elle revient, mais quand on l'étire énormément, après à la fin, c'est comme un chewing-gum, ça ne revient plus. Hein. C'est étiré, ça ne revient plus. Donc ça, c'est tout à fait admis dans le domaine de la construction parasismique, c'est la 2e démarche. Et puisqu'il y a cette déformation derrière, c'est une sécurité. Et si vous regardez le graphique correspondant, on peut calculer pour une charge qui est beaucoup plus faible, c'est celle qui correspond au trait un peu en bas, hein, mais à condition que derrière, j'ai ce grand plateau de déformation, c'est-à-dire que le bâtiment se déforme. Même si ce sont des dommages permanents, ce cas se produirait quand le séisme est vraiment tellement fort qu'on en est à sauver les personnes, pas forcément le bâtiment. Dans le cas des séismes moins forts, le bâtiment, on le conserve bien sûr, il n'y a pas de dommages permanents. C'est une sécurité. Et donc on joue la sécurité, c'est la façon qui est poussée par les règles parasismiques, c'est-à-dire à la rigueur on sacrifie le bâtiment, mais pour sauver les personnes. En plus, le coût est acceptable puisqu'on calcule pour des charges qui sont beaucoup plus élevées. Et, par exemple, en béton armé, on peut diviser par 4 la charge habituelle de rupture pour dimensionner pour 4 fois moins, hein, puisqu'on a cette sécurité derrière. La 3e démarche est encore très différente. C'est la recherche d'isolation, c'est-à-dire on cherche à isoler la construction des secousses. Autrement dit, le sol bouge sous le bâtiment
et le bâtiment n'est pas entraîné. On peut se demander comment c'est possible, mais c'est possible. C'est possible, c'est que le bâtiment est entraîné lorsqu'il y a une liaison rigide, habituelle donc, entre les fondations et la construction. D'habitude, la construction elle est encastrée dans les fondations, donc c'est rigide. Mais tout ce qui est rigide, ça transmet les charges. Par contre, si j'ai un plan souple, il n'y a plus de transmission. Ça peut très bien se montrer visuellement, comme je le fais parfois. Si vous êtes dans la rue, et je vais enlever le micro maintenant, et quelqu'un vous attrape pour vous balancer, pour vous renverser. Si vous laissez l'épaule rigide, il n'a qu'à pousser, il vous renverse. Parce que sa poussée, sa force passe par la rigidité. Par contre, si vous créez un plan souple, regardez, il peut pousser où il veut. Il peut pousser où il veut, rien ne passe sur le corps. La force est utilisée pour faire des déplacements et non pas, n'est pas transmise. Autrement dit, il suffit de créer un plan souple sous le bâtiment, entre le bâtiment et les fondations par exemple, et puis les forces, on ne peut pas dire ne passent pas du tout parce qu'on ne fait pas un plan totalement souple, il y a quand même une certaine rigidité, donc on divise par 5 ou 6 les forces qui passent dans le bâtiment, donc du coup ça devient plus critique. Voilà les 3 possibilités de construire de manière parasismique. Bon, ce plan souple est réalisé au moyen d'appuis qui sont souples et on en verra en photo. Quant à la réglementation, donc on a les règles parasismiques. D'une part, des règles générales. Générales, ça veut dire qu'elles s'appliquent toujours. Vous avez un projet, vous pouvez toujours les appliquer. Actuellement, c'est l'Eurocode 8, à partir du 1er mai 2011, donc actuellement, qui est utilisé dans la zone 2 pour les bâtiments catégorie 3 et 4, et puis dans les zones 3, 4 et 5 pour les bâtiments de catégorie 2, 3 et 4, ce qui veut dire qu'il y a des catégories de bâtiments. Ce sont des bâtiments à risque normal, puisqu'on a dit que c'est tout à fait spécial, les ouvrages à risque spécial. La quasi-totalité des bâtiments sont à risque normal, c'est-à-dire dont les dommages n'impactent pas l'environnement. Les seuls qui impactent, c'est donc les centrales nucléaires, les barrages et puis les usines chimiques qui peuvent exploser et puis contaminer. Donc tous les autres, c'est les ouvrages à risque normal où on admet les déformations, les dommages, justement. Et donc ces catégories, on a quand même des bâtiments qu'on souhaite protéger davantage que d'autres. Donc la première, je pense que je l'ai sur la, voilà, sur la diapo suivante, après je reviendrai. La catégorie 1, ce sont les bâtiments où il n'y a pas de présence humaine permanente, comme des hangars agricoles ou des locaux de stockage où personne ne travaille en permanence. Ceux-là, il n'y a même pas d'obligation de les protéger vis-à-vis des tremblements de terre. C'est la catégorie 1. La catégorie d'importance 2, c'est la quasi-totalité des bâtiments. Sauf ceux qui viennent après, ce sont les bâtiments qui ont moins de 28 mètres de haut, mais il n'y en a pas beaucoup qui font plus. Et s'ils reçoivent du public, qui peuvent recevoir jusqu'à 300 personnes. Donc c'est presque tous les bâtiments, c'est la catégorie 2. La catégorie 3, c'est qu'on a sorti des bâtiments importants de ce lot-là. Ce sont les bâtiments d'enseignement, qui avant n'étaient pas nécessairement en catégorie 3, mais désormais on pense qu'il faut protéger nos jeunes, c'est bien, parce que c'est l'avenir. Donc les établissements d'enseignement, c'est la catégorie 3. Et puis les hôpitaux et tous les établissements qui sont nécessaires, qui sont plus rares que les habitations. Puis la catégorie 4, c'est tout à fait spécial. Ce sont les bâtiments et installations qui devraient ou qui devront fonctionner en cas de tremblement de terre pour gérer la crise. Il faut que les pompiers puissent intervenir. Donc les casernes de pompiers, c'est la catégorie 4. Les mairies, il faut qu'elles gèrent aussi la gestion, donc qu'elles s'occupent de la gestion. Donc les mairies, les préfectures, même les casernes normales, etc. Donc tout ça, c'est la catégorie 4. Pourquoi on a catégorisé? Pour protéger contre des charges sismiques plus élevées les bâtiments qui ont une catégorie plus élevée. Donc contre les séismes plus forts. Ce qu'on ne protège pas obligatoirement contre le séisme maximum plausible. Pourquoi? Parce que les séismes sont d'autant plus violents qu'ils sont espacés dans le temps.
Les séismes sont récurrents à un endroit, parce qu'ils sont dus, en tout cas les séismes tectoniques, ceux qu'on craint. C'est dû au mouvement tectonique qui se manifeste dans des failles qui existent, donc c'est toujours au même endroit. Et ils sont récurrents. Donc on sait maintenant, en tout cas en France, que c'est tous les temps, 200 ans, 5000 ans, etc., que le séisme en moyenne se produit sur telle et telle faille. Alors si on obligeait les constructeurs à se protéger des séismes qui auront lieu dans 5000 ans ou 10 000 ans, personne n'accepterait. Vous imaginez, c'est combien de générations? Peut-être qu'il n'y aura plus de bâtiments, peut-être qu'il n'y aura même plus l'homme à ce moment-là, puisqu'il va mal à ce moment-là avec la planète. Ce qui fait qu'il a été décidé de protéger contre les séismes avec une période de retour de 475 ans. À peu près dans tous les pays, pour les bâtiments à risque normal. C'est quand même plusieurs générations. Ce qui fait que si un séisme plus fort, donc qui a une période de retour plus longue, a lieu, si la protection n'est fondée que sur le calcul, il est sous-dimensionné, puisqu'on ne calcule que pour un séisme de 475 ans. Alors, il y en a qui survivent, c'est lorsque leur architecture optimise leur comportement. Donc l'architecte joue un très grand rôle, parce que s'il fait un projet qui se comporte bien, dont le bâtiment se comporte bien, à ce moment-là, on a une sécurité aussi de ce côté-là. Et même pour un séisme qui est plus fort, le bâtiment tiendra, parce qu'il aura un comportement qui soit optimal, qui sera optimal. Bon, donc règle, on a dit la règle générale, mais qu'est-ce qu'il y a dans les règles? Pour l'architecture, il y a juste quelques recommandations, puisqu'il n'y a pas d'obligation. Par contre, on a les dispositions constructives obligatoires et le calcul. Il faut dimensionner. Or, l'État s'est dit, mais est-ce que tout le monde passe par un bureau d'études quand il construit pour avoir un calcul? Non. Il y a des constructeurs de maisons individuelles qui ne passent pas par un bureau d'études. Donc, il n'y a pas de calcul. Donc, l'État a fait élaborer des règles simplifiées qui sont déjà pré-calculées pour des bâtiments simples et on ne calcule plus. Et il n'y a que des dispositions constructives. Mais à ce moment-là, il faut que le bâtiment soit simple, évidemment. Donc, il y a des critères de simplicité qui sont précisés. Et ce sont les règles actuellement, règles PSMI. PS, ce n'est pas un parti politique, ça veut dire parasismique. MI, maison individuelle, est assimilée, qui était publié en 89 et révisé en 92. Donc, on peut choisir ces règles-là, on ne calcule rien. Mais à condition, évidemment, que le bâtiment soit simple et ne dépasse pas un étage sur rez-de-chaussée. En zone 5, c'est un guide équivalent, c'est PMI Antilles. Bon, on a un zonage aussi réglementaire. Évidemment, moins la zone est élevée, moins il y a d'obligations, voire pas du tout. Alors, la zone, on a les zones 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5. La zone 1, il n'y a pas d'obligation. C'est la couleur la plus claire sur ce que vous voyez ici. Et ensuite, plus la couleur est foncée, plus la zone est élevée. Et en métropole, ça va jusqu'à la zone 4. On n'a pas la zone 5 en métropole, c'est uniquement la Guadeloupe et la Martinique qui sont en zone 5. Donc évidemment, les précautions à prendre sont plus élevées dans une zone qui est plus sismique.